Bonsoir Christine, bienvenue dans la conversation. On attend que les autres arrivent et ensuite on pourra démarrer. Bonsoir, bienvenue Patrice, bienvenue Christine. On va commencer dans 3 à 4 minutes, le temps de recevoir les autres participants.
Bienvenue, Shekna. On commence dans 3 minutes, le temps de recevoir les autres participants. Bien, on va commencer. Timba Bema revient, on commence. Voilà, merci d'être là. Donc, on va commencer. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette conversation, un moment de partage et d'échange. Donc, ce soir, une fois de plus, je reçois Timba Bema. Il nous entretiendra sur Cendre et mémoire. Cendre et mémoire, un recueil de poèmes collectifs, le premier sur le conflit armé qui a lieu au Cameroun depuis 2017. Alors, dans cette conversation, Timba Bema ouvrira la voie pour une série de conversations sur le soulèvement des anglophones. Donc, sa parole poétique, pour ceux qui vont le découvrir ce soir, je l'espère, nous fera entendre celle de la minorité opprimée par la tyrannie camerounaise. Donc, Timba, tu es poète. Hein. Alors, avant tout, tu es un artiste qui s'exprime avec la poésie, le roman, les nouvelles et le théâtre. Donc, outre le recueil sur lequel on doit échanger ce soir, que tu as co-dirigé avec Raoul Ndjimeli et MD Bouto, tu es co-auteur également de plusieurs recueils collectifs, notamment des nouvelles, Histoire du soldat que tu as dirigé, donc Filiation dans lequel tu publies La Promise, Tourbillon, où on peut lire ton poème Ida Bato. Donc, alors, tu es notamment aussi l'auteur de la variation poétique que j'ai là, Les bateaux. Voilà, Les bateaux sombrent-ils en silence? Et un poème, Les Saints de la Monde, un très très long poème que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Les Saints de la Monde, avec lequel tu es grand prix littéraire d'Afrique noire. Je souligne aussi que tu es l'initiateur de la revue Citoyen des lettres, donc qui a porté le projet de l'anthologie Cendre et mémoire, Hashes and Memories, qui est là, qui sera au centre de notre conversation ce soir.
Donc, c'est un plaisir hein, de te recevoir. Ce rendez-vous arrive naturellement, on en a parlé, à un moment où tu prépares la nouvelle sortie, donc la sortie de ton nouveau livre qui s'intitule Flash, dont tu nous diras un mot en fin de conversation. Néanmoins, tenu à te rendre disponible pour cette conversation, je souhaite te remercier. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, merci. Ouais, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir de te recevoir pour pouvoir parler de cette guerre fratricide, guerre civile, en utilisant tes mots, ta voix poétique. Alors, la conversation va se dérouler en deux temps. Il y a une petite introduction, une petite introduction pendant laquelle je te poserai quelques questions pour proposer le cadre aux différents participants. Et ensuite, on prendra des questions. Donc, on ouvrira la conversation à tout le monde pour avoir un échange convivial et interactif. Toutefois, le système de questions-réponses et le chat est disponible pour poser des questions que je prendrai et que je reformulerai, pas reformuler, mais que je poserai directement et tu nous feras le plaisir d'y répondre. Alors, il y a un point que je n'ai pas souligné. Tu es camerounais, donc né à Bali, et un quartier historique de Douala, la défense des minorités, on peut le voir, est très, très central dans ton œuvre, les ouvrages que je viens de présenter. Quelle est la place qu'occupe Bali, le lieu où tu es né dans ton engagement? Oui, bon, déjà, Théa, écoute, je te remercie beaucoup de l'opportunité que tu me donnes de pouvoir parler de cet ouvrage, donc Cendres et Mémoires, Etches and Memories, dont tu nous as fait l'honneur d'éditer. Merci pour cet engagement-là qui est le tien. Et Bali, en fait, donc c'est quoi? Bali, c'est, on va dire, l'endroit où je viens au monde et l'endroit où je commence à découvrir le monde. Et finalement, c'est un peu l'endroit qui va avoir une empreinte sur la manière dont je vais voir le monde. Parce que Bali, quartier historique de Douala, a déjà toute une histoire. C'est-à-dire que qu'il y ait une histoire, par exemple, des Douala, dont c'est une histoire très connue. C'est-à-dire que les Bali, par exemple, en fait, là, il y a le tribunal de commerce à Bonanjo, par exemple, c'était le territoire des Bali. Donc, au moment où les Allemands, justement, voulaient récupérer le terrain de Bonanjo, dans le plateau de Jos, hein, comme on l'appelle aujourd'hui, pour faire le quartier blanc et puis les administrations. Donc, la population qui était là, donc ces Douala-là, ils ont été transférés de force au niveau de Bali, leur emplacement actuel. Donc, il y a déjà en fait cette histoire. C'est donc finalement l'histoire en fait, donc on va dire d'un peuple qui, à un moment de sa trajectoire, subit les aléas de la politique coloniale. Mais en même temps aussi, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que c'est un peuple qui a aussi été lui-même à un moment allié des colons, que ce soit allié par exemple des colons allemands. Par exemple, quand on voit par exemple, la révolte des Bakoko, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a en fait des Douala, donc de Akwa et de Bali justement, qui sont allés donner main forte à l'armée allemande pour mater la révolte des Bakoko, par exemple, donc qui est en fait un génocide. Hein, voilà. Donc, qui s'est soldé par un génocide. Et la même chose chez les Malimba, et puis ainsi de suite. Donc, de allier finalement aux colons, et même par exemple d'impliquer dans le commerce des hommes, donc le commerce, voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui la traite transatlantique, de cette position-là devient finalement elle-même, donc en fait, ce peuple devient finalement victime en fait de euh, cette histoire-là. Donc, ce qui donne un peu le tragique finalement de la chose. Et donc, moi, en fait, ça crée, en fait, je pense, à partir de là, une responsabilité qui est très, très importante. C'est-à-dire, en fait, que qui est principalement d'avoir la plus grande honnêteté possible dans la manière dont je vais relater l'histoire, dans la manière dont je vais aborder les choses. Par exemple, juste une question toute simple. À l'heure actuelle, par exemple, il y a tout un débat, par exemple, au Cameroun sur autochtonie, allogène, donc sur la question des minorités. Mais il se trouve, par exemple, que les Douala, au moment où ils s'installent dans la région, et même au moment où on peut dire ils atteignent un rayonnement, notamment grâce à leur alliance avec les puissances coloniales, ils sont une minorité. Okay. Donc finalement, en fait, la question de la minorité ne devient plus une question de chiffres. C'est-à-dire que pour vraiment comprendre la minorité, il ne faut pas simplement regarder le chiffre.
Même si dans certains... Tiens, 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 Timba, tu parles là de minorité, donc tu prends la parole notamment pour la minorité qui sombre dans le silence en Méditerranée, la femme dans les seins de l'amant, et celle qui subit la foudre de la tyrannie camerounaise, donc à travers tes poèmes dans l'anthologie Cendre et Mémoire. Donc tu t'assignes là un rôle le rôle du poète. Quel est ce rôle de poète? Quel est le rôle du poète? D'ailleurs, qu'est-ce que la poésie en temps de guerre, comme nous vivons au Cameroun? Voilà, le rôle je dirais le rôle du poète et puis le rôle de la poésie. Justement, donc en fait, une des premières formulations que je disais déjà, c'est en fait d'avoir la perspective historique. C'est-à-dire en fait d'avoir un regard, on va dire, qui est suffisamment profond et qui peut en fait percevoir, disons, un peuple, un pays dans le temps long. Parce que c'est fondamental de pouvoir percevoir un pays dans le temps long. C'est-à-dire, par exemple, ce n'est pas parce que depuis un siècle à peu près, en fait, disons un siècle et demi, disons, nous sommes dans un processus, on va dire, grosso modo, pour aller un peu vite, d'occidentalisation, que nous sommes devenus des Occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément de déterminants, par exemple, qui nous expliquent. C'est-à-dire, par exemple, une partie de ces déterminants, en fait, sont par exemple liés à quoi? Ils sont par exemple liés, on va dire, à une modernité que nous avons créée dès lors que nous avons été en contact avec les Européens. Par exemple, la plupart de nos traditions actuelles, on va dire que ce sont plutôt des recombinaisons de nos anciennes traditions. Ce ne sont pas nos traditions, on va dire, précoloniales. Donc, il y a comme ça une rupture, en fait, qui s'est effectuée, par exemple, et de pouvoir avoir le temps long, ça permet finalement d'avoir, on va dire, un aperçu le plus vrai possible, en fait, de qui nous sommes. Parce que le fond de la question, c'est véritablement cela. Le fond de la question, c'est en fait qui nous sommes. Et moi, la chance que j'ai justement d'être issu de Bali, et c'est pour ça que je tiens vraiment à cela, c'est en fait que je suis quelque part la résultante, en fait, de toute cette histoire-là, c'est-à-dire que toute cette histoire qui se confronte avec l'histoire de d'autres, toute cette histoire qui manifeste, que ce soit par des processus de collaboration ou bien finalement par des processus de position, mais qui manifestent en fait la manière dont nous réagissons, ou bien nous avons réagi et nous nous sommes remodelés, recombinés à partir finalement de mouvements beaucoup plus forts que nous. Donc le mouvement colonial de culture finalement beaucoup plus, en fait, très oppressif et puis qui ont eu ce projet, on va dire, totalement fou de nous dénaturer, de détruire en fait les assises de notre condition humaine. Donc, il y a vraiment en fait ce besoin-là de se reconnecter avec quelque chose qui continue de nous expliquer. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Hein. J'ai par exemple observé quelque chose de très surprenant en lisant par exemple les contes et légendes. Hein, c'est-à-dire donc les différents contes et légendes en fait, et de se rendre en fait compte que par exemple quand on observe la conflictualité, c'est-à-dire que quand on se pose la question, ok, dans une société par exemple au Cameroun, comment est-ce que naissent les conflits? On va se rendre compte par exemple que les conflits naissent en fait d'une opposition entre frères pour l'héritage du père. Ce qui est une Oui. structure qu'on retrouve partout. C'est-à-dire par exemple on retrouve ça en pays Bamileke, on va retrouver ça dans l'Est, au Sud, partout. Et ça devient donc justement très intéressant. Donc ça veut en fait dire que pour finalement comprendre ces sociétés-là et même comprendre comment ces sociétés ont pu être colonisées, si on ne prend pas la perspective du conflit entre frères qui aurait par exemple pu être instrumentalisé par le colon, on ne comprendra jamais comment est-ce qu'une société pareille a pu arriver à un tel point, on va dire, de destruction, donc de pervertissement. Donc, le but, c'est ça. C'est en fait de dire que quelque part, nous avons un peu été déviés, on va dire, de notre trajectoire. Et Oui. mon rôle, en fait, en tant que poète, finalement, c'est d'avoir le regard le plus juste possible, le plus vrai possible, le plus ancré possible, qui nous permet de nous réaligner dans cette trajectoire-là, qui est finalement celle qui nous explique encore mieux. Parce que nous sommes un peu devenus aujourd'hui comme des personnes, finalement, qui ne se voient plus. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez un peu quelqu'un qui aurait, par exemple, bon, je vais prendre un exemple un peu grossier, qui aurait, par exemple, une couleur de peau rouge, mais dont les yeux verraient, par exemple, du vert. C'est un peu comme cela que nous sommes. Donc, le regard du poète, il est celui-là. Et ils vont pousser le plus loin possible dans le temps de donner, en fait, à ceux qui vivent avec moi, là maintenant, l'accès, on va dire, à ce qu'on peut appeler la vérité temporelle de ce que nous sommes. Alors, Timba, alors, tu t'inscris dans une profondeur historique. Est-ce qu'il y a une filiation également littéraire dans laquelle tu t'inscris en ce qui concerne la poésie ou plus généralement l'écriture particulière liée à ton espace, donc liée à Bali, au Cameroun de manière générale? Bon, ce qu'il faut déjà en fait noter,
c'est cette question de c'est quoi être poète. C'est-à-dire, en fait, c'est de partir d'une expérience humaine. Et le poète même, en fait, va même au-delà, ou même l'artiste, en fait, l'écrivain surtout, il va même au-delà de la simple question de la minorité. C'est-à-dire que pour lui, par exemple, c'est la question de l'individu. C'est le un. Et c'est ce un-là qui est tout. Par exemple, vous écrivez un roman, vous avez un personnage principal, vous parlez d'une personne. Et donc, on peut quand même aussi se poser la question, mais comment se fait-il qu'en parlant d'une personne, on puisse parler de tout le monde? Donc, ce qui nous ramène justement donc à la question qui est que finalement, même le un, c'est-à-dire par exemple, si je raconte l'histoire d'un fou, par exemple, ben, ce fou-là, il est beaucoup plus important même que la minorité. C'est-à-dire en fait qu'en termes politiques, on pourrait éventuellement comprendre, disons, ce que c'est qu'une minorité en danger, un groupe particulier qui s'est constitué par lui-même ou bien qu'on a constitué de force en danger. Mais moi, je vais encore plus loin en me focalisant sur un individu. Et donc, par exemple, l'individu que je peux comprendre le mieux, c'est qui en fait? C'est l'individu qui me permet de me comprendre moi-même. C'est-à-dire que donc, je ne peux pas, par exemple, en fait, en plus, hein, dans la séquence historique où nous sommes, donc logique, où nous sommes vraiment déviés, en fait, quelque part, on va dire, de notre trajectoire, donc de notre histoire longue, je ne peux pas, par exemple, m'éloigner de ce périmètre-là spécifique de Bali. Parce que si je m'éloigne, en fait, de là, ce qui va se passer, c'est que je vais perdre le fil de qui je suis. Et puis, la question quand même importante, elle est là, c'est que de quand même pouvoir répondre à un moment donné de sa trajectoire personnelle à cette question-là, mais qui je suis, permet quand même d'avoir, on va dire, une vie beaucoup plus sereine, hein, beaucoup plus apaisée. Et donc, c'est aussi ça l'un des buts. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, finalement, ils vont apporter quoi? Ils vont en fait donner à tout le monde la possibilité de témoigner d'eux-mêmes. C'est-à-dire que de pouvoir avoir les mots pour témoigner d'eux-mêmes. C'est un peu comme un philosophe, par exemple, qui apporterait des concepts pour pouvoir témoigner du monde, donc de la connaissance du monde. Et moi, ce que j'apporte, c'est une émotion pour pouvoir traduire un ensemble de choses qui nous affectent, mais auxquelles nous ne savons pas souvent donner les mots justes. Ou alors, et puis comme tu le sais très bien, hein, en fait, dès qu'on ne sait pas mettre les mots sur quelque chose, on ne voit pas. Et quand on ne sait même pas mettre les mots, on peut par exemple être affecté par quelque chose, mais sans jamais être en mesure de le surmonter. Donc moi, mon rôle, il est véritablement là. C'est-à-dire d'arriver en fait à partager un ensemble d'émotions à travers les mots qui vont permettre à ce que chacun puisse dire ce qu'il est à partir de là et puisse habiter son corps, habiter son pays, habiter le monde de la manière la plus harmonieuse possible. Alors, Cendre et Mémoire vient donc faciliter ce rôle dans une parole poétique contre l'oppression. Quelle est la genèse du projet? Qu'est-ce qui anime les 13 auteurs et autrices qui participent à ce projet? Je pense notamment à Konwatsi, Sami Manga, Elongue, Samuel Babila, MD Bouto, Nelson Kankumo, Nan Toube, Raoul Jimeli, Samala, Telesfortueno, Difendi Daouda, Jude Fonchenala. Donc, tous ces auteurs-là, qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un moment, ils décident, nous allons ensemble, nous mettre ensemble. C'est une anthologie bilingue, nous allons nous mettre ensemble et parler d'un sujet qui nous concerne tous. Oui. Bon, on va dire qu'il y a deux séquences en fait. Donc, il y a vraiment la séquence, c'est comme tout projet, hein, il commence par une idée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait forcément quelqu'un au moment qui ait une idée. Et l'idée, en fait, elle vient dans le Mbuntu, donc qui est, on va dire, un Camerounais qui a plutôt ses racines du côté anglophone. Et donc, l'idée vient de lui, il en parle à Raoul Dimeli, et puis il le conçoit donc le projet de me proposer de pouvoir faire un numéro spécial dans la revue des citoyens des lettres. Et donc, quand il m'en parle, je prends un petit moment pour réfléchir, et puis pour moi, immédiatement, je comprends que c'est un projet qui dépasse le cadre de la revue et qui a vraiment besoin d'arriver au stade du témoignage. Parce qu'en fait, on a ce véritable défi-là. Hein, et puis, ça m'a touché, en fait, parce que ben, je suis, en fait, en cours d'écriture donc, sur un roman historique donc, qui, en fait, raconte un peu l'histoire de mes grands-parents, ainsi de suite, qui ont été assassinés dans le Mongo. Et donc, j'ai fouillé beaucoup d'archives, j'ai eu la chance de pouvoir tomber sur des personnes très intéressantes, des historiens, ainsi de suite. Donc, une grande solidarité est née. Donc, j'ai pu vraiment
acquérir du matériel. Et une des choses, par exemple, que j'ai découvertes, en fait, c'est quelque chose de très simple, c'est qu'au Cameroun, par exemple, il y a déjà beaucoup d'archives. C'est-à-dire, en fait, on a souvent tendance à penser que les Français, par exemple, quand ils sont partis en 60, ben, soit ils ont détruit les archives, soit alors ils sont partis avec. Mais en fait, il y a plein d'archives qu'ils ont laissées aux Camerounais. Et en fait, il se trouve juste que les Camerounais ben, ne les entretiennent pas. Donc, elles sont dans un état piteux, mais par contre, elles existent. Et même beaucoup de personnes, en fait, qui font, par exemple, de l'étude historique de cette période, ignorent totalement que ces archives existent. Donc, on se retrouve donc devant une situation, en fait, qui est vraiment paradoxale, où, en fait, nous sommes en train d'essayer d'écrire l'histoire de notre pays, mais sans pour autant pouvoir s'appuyer sur des sources, on va dire, beaucoup plus crédibles. Alors que ce n'est que 1960, donc ça veut dire que c'est quand même pas un siècle, donc ce qui serait juste hallucinant, qu'on n'ait pas à pouvoir exploiter ce matériau-là. Et donc, par exemple, il y a un cas très typique, donc si on prend un peu le génocide, par exemple, d'Amérique et puis ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de source. On prend même la même chose en pays, ça, il n'y a rien eu. Et si vous remontez dans le temps, c'est-à-dire que si, par exemple, vous remontez dans le temps, c'est-à-dire qu'un peu comme ce que je parlais, vous prenez le génocide des Batanga, vous prenez le génocide, par exemple, des Malimba, vous prenez même le génocide des Abo. Même les Abo ont été génocidés. Donc, quand vous prenez tout cela, par exemple, qu'est-ce que vous allez en fait découvrir? Vous allez qu'est-ce que vous allez découvrir? Vous allez en fait découvrir qu'il y a une perte de la mémoire. Par exemple, qui sait même encore qu'il y a eu un génocide des Batanga? Qui sait même encore qu'il y a un génocide des Abo? Vous voyez, il n'y a que des bribes comme ça. Même en parlant à certains vieux Abo, il n'y a que des bribes. Quelqu'un se souvient, ah oui, il y avait un chef qu'on avait déporté, mais il n'y a plus rien. On n'a pas gardé l'écriture. Et même quand on prend même l'autre dernier génocide, en tant que le dernier génocide d'ampleur qui est en train de se dérouler là, donc sous nos yeux, on a des chiffres qui sont juste astronomiques. Je pense qu'on a même peut-être déjà arrêté de compter parce que tellement les cadavres pleuvent, les génocides justement anglophones, mais il n'y a pas encore, en fait, disons qu'on était confronté à cela, c'est-à-dire que est-ce qu'on allait finalement faire la même erreur que les écrivains d'il y a 60 concernant, donc il y a 60 ans concernant le génocide américain, c'est-à-dire de ne pas parler, d'attendre que le temps passe pour parler? Est-ce que nous-mêmes, justement moi, qui était en train de vouloir écrire un livre sur cette période-là et qui, depuis son enfance, a cherché à comprendre ce qui se passait et n'a que pu commencer à toucher progressivement du doigt à son âge adulte à différents éléments. Donc, est-ce que moi, j'allais accepter de vivre avec l'idée que, OK, pendant ce temps qui m'est donné sur Terre, je ne témoignerai pas, je ne mettrai pas aussi une parole qui permettra à ceux qui viendront par la suite, et même surtout à ceux de maintenant, de pouvoir euh, euh, entrer dans le point de vue de quelqu'un d'autre. Parce que c'est aussi ça qui est important. Pour moi, en tant qu'écrivain, en tant que poète, j'ai à travailler avec les points de vue. Et c'est ça qui, pour moi, est la chose capitale. C'est-à-dire que j'ai besoin, par exemple, qu'un francophone, pour aller rapidement, qui appelle quelqu'un d'autre chien, j'ai besoin qu'il sente comment cet autre-là vit, perçoit la vie. J'ai vraiment besoin qu'il sente. Parce que quand on déshumanise parce que on n'a pas accès à l'autre. On n'a pas accès à l'histoire de l'autre. Et ça, je m'en suis rendu compte en faisant ces recherches historiques. Et je ne pouvais juste pas vivre en paix, en sérénité, avec l'idée que un drame se produit chez moi et je suis silencieux. C'était impossible. Donc, il fallait que ça aille le plus loin possible. Et puis, ben, c'était l'étape du livre. Voilà, justement, pouvoir. On a parlé de 13 auteurs. Bon, il y a un qui a une particularité, c'est Conrad Sy. La particularité d'avoir contribué en étant en détention. Comment est-ce que c'est possible, une telle contribution? Bon, je ne te dirais pas que je suis un esprit qui se dématérialise et puis qui peut entrer en Codengue et puis ressortir et puis faire un peu ce qu'il veut, jouer à la barbe des matons et puis je ne sais pas moi quoi, des chefs secteurs et puis ainsi de suite. Non. Bon, disons que oui, Codengue, c'est un centre, on va dire, de haute détention. C'est le pénitencier, moi j'appelle ça le pénitencier, voilà, de haute sécurité. Bon, il n'en demeure quand même pas moins que les Camerounais sont très débrouillards. Donc, c'est quand même une des grandes forces, on va dire, que la longue habitude à la pauvreté a apporté à ce peuple, c'est d'être très débrouillard, d'être très créatif. Donc, il y avait toujours des moyens de pouvoir récupérer deux, trois éléments et puis surtout de pouvoir avoir son accord pour publier ces textes.
Et puis, l'important aussi, c'était que ces textes vraiment arrivaient à un moment où, par exemple, ils étaient écrits, on va dire, dans le feu de l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'ils vivaient quand même, on va dire, ce sont quand même des événements très, très durs. Hein. C'est-à-dire que quand on vous accuse de terrorisme et ainsi de suite, vous êtes un artiste. Par exemple, qu'est-ce qu'il voulait même faire, en fait? Parce que peut-être qu'il faut même commencer par là, en fait, Conrad. C'est-à-dire que Conrad, il voulait simplement prendre sa caméra. Hein. C'est-à-dire qu'on va dire c'est quelqu'un finalement qui écrit avec les mots, mais qui écrit aussi avec les images. Et bon, vous savez quand même aussi qu'on est maintenant dans une société, on va dire, des images. Hein. C'est-à-dire c'est les images qui parlent le plus. Les gens sont plus concernés par les images. Il y a cette facilité-là de pouvoir absorber les images. Et donc, il voulait aussi écrire avec les images. De la même manière, par exemple, qu'il tourne des films. Donc, il a tourné de très beaux films avec très, très peu de moyens. Donc, par exemple, encore pour montrer un peu, donc, on va dire, son immense talent, des très beaux films, vraiment, quand on prend même la qualité des images, les plans, et puis ainsi de suite. Par exemple, là, c'est une des questions souvent que je me suis posée, c'est que, mais en fait, comment est-ce que nos cinéastes n'ont même pas d'idée de plan? C'est-à-dire que vous cherchez souvent, vous demandez, mais comment il conçoit ces plans? Mais chez Conrad, si, mais je veux dire, les plans, ils sont juste splendides. Il a même mis en valeur toute sa région, par exemple, du nord-ouest. On va dire, il y a des paysages juste à couper le souffle, quoi. J'ai regardé certains de ces films, puis je me suis même posé la question, mais c'est encore ce pays, le Cameroun, c'est juste beau. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment en fait justement quelqu'un qui a un regard, on va dire, d'artiste et qui essaye de faire parler les images. Et donc, il se retrouve dans une séquence historique, parce que quand même, le mouvement qu'a initié Mancho BBTC, c'est quand même un mouvement, mais d'une puissance tectonique, c'est-à-dire que la fameuse Coffin Revolution. Et donc, il voulait en fait témoigner de cela. De la même manière que moi, en tant que poète, je veux simplement témoigner, c'est-à-dire que d'être le plus juste possible avec ce qui est en train de se passer, et bien, il voulait témoigner de cela avec des images. Pourquoi, par exemple, laisser à ce que ce soit des chaînes étrangères qui viennent filmer puis raconter notre histoire, alors que nous sommes là, nos yeux sont là, pourquoi ne pas nous-mêmes témoigner de cette histoire-là et justement de faire valoir peut-être un point de vue que les autres n'auraient peut-être pas immédiatement perçu pour en effet comprendre la situation. Et donc, voilà ce qu'il avait en fait essayé de faire. Donc, il avait essayé simplement de filmer ce qui était en train de se passer. Et donc, voilà un écrivain qui prend sa caméra, qui filme, qui essaye de témoigner à travers l'image et puis qui est arrêté juste parce qu'il témoigne à travers l'image et puis qui est accusé, on va dire, des plus terribles abominations, je ne sais pas moi quoi, terrorisme, et puis ainsi de suite. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire que on peut peut-être en rire, mais là, non, ça devient quand même très grave. Et donc, pour moi, il était juste impensable que cette parole-là, qui était la plus près possible, la plus proche possible de ce qui était en train de se dérouler. Parce que, bon, moi, oui, je peux avoir, on va dire, toute l'empathie qu'il faut, je peux avoir toute la disponibilité d'esprit, je peux faire autant d'efforts on va dire, d'essayer de comprendre un peu les anglophones, mais c'est compliqué. Voilà. C'est-à-dire que j'ai besoin que les personnes eux-mêmes parlent. Et j'ai surtout besoin, en fait, que ceux qui sont le plus outillés puissent, même moi-même, m'éduquer. De la même manière que, par exemple, en lisant certains poètes anglophones, j'ai compris, en fait, le problème. J'ai compris qu'est-ce qui les traumatisait. Et j'ai même compris, finalement, qu'est-ce qui expliquait, on va dire, ce besoin qu'ils avaient de vouloir, finalement, préserver une part d'eux qui était démolie, qui était détruite par le gouvernement camerounais. Oui, juste pour rappeler hein, à propos de Conrad Sy, il est né à Bamenda en 1987. Donc, depuis décembre 2016, Timba Bema a décrit le contexte de son arrestation. Donc, depuis décembre 2016, il est emprisonné à la prison centrale de Konengi à Yaoundé et inculpé, donc condamné pour terrorisme, rébellion, insurrection, condamné à 15 ans de prison en mai 2018. Alors, juste une petite anecdote, qu'on a ici en prison, donc ça signifie qu'il écrit. Il écrit sur papier, il écrit sur un ordinateur, il écrit sur son smartphone. Est-ce que tu as un témoignage par rapport à ça? C'est quelques anecdotes pratiques comme ça, puisque quand on est en prison, on n'a pas accès nécessairement à un ordinateur pour pouvoir travailler. Bon, je ne suis pas forcément sûr que
peut-être si on va dans les quartiers VIP de Conakry, j'imagine, voilà, il doit quand même avoir des smartphones, il doit quand même avoir des ordinateurs. Voilà, je ne suis pas sûr qu'un certain type de détenu n'ait pas accès, voilà, à ce type de matériel. Bon, après, pour le papier, on va dire c'est relativement évident. Parce que, bon, on va dire que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Conakry, quand même, je ne sais pas si vous avez même une idée, en fait, par exemple, à Conakry, juste pour vous donner un exemple, hein, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un montant qui est alloué. Et puis, il y avait même eu des témoignages poignants, hein, parce que on a cette, en fait, je ne sais pas si on peut dire cette chance ou bien ce malheur, hein, c'est-à-dire qu'au Cameroun, il y a ce qu'on peut appeler une littérature carcérale. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les Camerounais ont toujours raconté, hein, depuis à peu près 40-50 ans, ils ont toujours raconté en fait leur séjour au bagne, en prison. Hein. Donc, on a en fait suffisamment de matière pour savoir ce que c'est que Kouné. C'est-à-dire, par exemple, la bouillasse qu'on leur donne à manger, la mélasse qu'on leur donne à manger, mais elle est totalement, voilà, elle est même immangeable. Hein. Donc, c'est fait de manière, voilà, vraiment dégueulasse. Donc, c'est vraiment un monde, en fait, où on met les individus pour les briser. Hein. On veut vraiment les briser. Et en plus, même quand vous apprenez, même par exemple, qu'à Koningui, la majorité des gens qui sont là attendent d'être jugés, je pense que vous avez déjà un peu compris le système judiciaire d'un pays, c'est-à-dire que c'est juste pas tolérable que la majorité des gens en prison soient en attente de jugement. Donc, il y a déjà cette situation-là qui brise un individu parce que c'est quand même mieux au moins d'être jugé et puis d'être en prison. Comme là, on peut quand même écouler sa peine. Donc, vous avez des gens qui sont psychologiquement brisés parce qu'ils attendent un jugement. Donc, ils ne savent pas, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais sortir? Deuxièmement, les conditions sanitaires, les conditions d'hébergement, de propreté, de salubrité, ainsi de suite sont juste dégueulasses. Donc, ce qui fait en fait que, et ça je peux très bien le comprendre, hein, dans une gestion, on va dire, pour un peu éviter quand même qu'il y ait des crises, des soulèvements, des émeutes là-bas tous les jours, que l'administration pénitentiaire, on va dire, ferme les yeux sur deux, trois choses. Voilà, donc vous glissez quelque chose aux gardes et puis ils vous laissent avec un petit peu de papier, ils vous laissent avec peut-être un ordi, bien un smartphone pour que quand même vous puissiez aussi, hein, parce que vous savez aussi que l'écriture a cette vertu-là de permettre, on va dire, aux gens de décompresser. Voilà. Et Alors, puis, voilà, et puis lui, en tant qu'écrivain, c'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre en fait que euh, c'est vital. Parce qu'en fait, il y a quand même derrière la reclusion, hein, quelque chose qui est très proche, on va dire, de la réclusion même de l'écriture. C'est-à-dire, par exemple, quand moi je veux travailler, je veux écrire, ben, je m'isole. C'est-à-dire, je m'isole du reste du monde. Et vraiment, c'est un isolement qui est très profond. Et donc, de la même manière aussi ben, que le prisonnier, finalement, il est quelque part catapulté dans cet isolement-là. Et donc, l'écriture devient aussi un moyen, finalement, de rendre cet isolement beaucoup plus habitable parce qu'il peut aller en profondeur dans les choses, il peut approfondir une réflexion, il peut approfondir même, on va dire, des écrits et ainsi de suite. Donc, il y a énormément de facilité. Pour ça, en Kodenki, je pense que pour éviter les émeutes, il laisse quand même entrer deux, trois choses pour que les gens se calment. ouais, Conrad, si, y est, et puis on espère qu'il sortira très, très rapidement. Alors, dans ta contribution, Donc, ça, c'est déjà une chose. Mais ouais, après, maintenant, c'est-à-dire qu'il faut quand même aussi dire que euh, il y a besoin de réparation aussi. Hein? Il y a besoin de réparation. C'est-à-dire que l'idée n'est pas simplement que les gens sortent, mais il y a aussi une idée de réparer. Et même la réparation, elle peut consister, par exemple, au niveau du casier judiciaire, par exemple, et puis ainsi de suite. Voilà. Mais c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut quand même pas aussi avoir un système aussi injuste que cela et de considérer en fait que la simple libération, elle est suffisante. Non, je pense qu'il faut véritablement pouvoir progressivement avancer vers des cadres en fait, donc, des cas de réparation et même pourquoi pas, hein, je pense que l'État même camerounais devrait à un certain moment présenter ses excuses vis-à-vis du traitement, on va dire, donc des traitements juste déshumanisants qu'il peut infliger à d'autres personnes. dans ta contribution, quatre beaux textes. Donc, il y a la beauté du sens, comme tu insistes à le préciser dans ta définition de ce que c'est que la poésie. Et il y a aussi une belle, très belle organisation spatiale hein, des textes avec lequel tu nous interpelles, notamment La souffrance d'une mère, celle de John Wiford. Donc, je me propose hein, de partager un extrait du texte pour qu'on puisse avoir une idée de l'écriture, donc de la beauté. Dans l'organisation spatiale, vous ne pourrez pas le voir, mais le texte, vous pouvez,
je partagerai le mieux que je peux avec vous. Alors, l'histoire de la mère. La mère de John Wilford habite maintenant une cabane. Une cabane en carton près de la décharge publique. On la disait folle. Lumière éteinte dans son propre firmament. Pourtant, elle était la mère d'un unique enfant qui ne connut jamais son père. Ce dernier s'étant évaporé devant la rondeur sibylline de son ventre. Oui, John Wilford, le garçon de 14 ans qui avait disparu lors de la marche numéro 1 à la Commercial Avenue. C'était le jour où Bibixi avait mis ses 2 pieds dans un cercueil blanc et avait parlé à la foule. John Wilford, qui vendait les arachides bouillis en ville, s'était arrêté pour écouter l'homme qui se déclarait mort. Après l'intervention des gendarmes qui ont gazé, tabassé, humilié puis tué, il a disparu, envolé, comme un moineau appelé par le souffle intime du vent. Des gens ont dit qu'il avait fui avec un groupe du côté de Tarikon. Mais après l'avoir cherché dans toute la ville, y compris à la morgue et même au cimetière, sa mère transporta son corps dévasté du côté de la gendarmerie. Elle était vêtue d'une tunique noire. Elle avait attaché 2 foulards, un autour des reins et l'autre sur la tête, et elle s'était recouverte le visage, les bras et les pieds de cendres. Elle planta ses poings dans le creux de ses reins, devant un gendarme en faction, et demanda l'autorisation de troubler la tranquillité dormeuse du commandant. Pourquoi l'interrogea-t-on? Pourquoi demandes-tu après le commandant de la force et du feu? Pour qu'il me restitue mon unique fils, John Wilford, pour qu'il vomisse celui qui me confiera à la terre, lorsque sonnera mon départ pour le grand voyage, d'où on ne revient pas, sauf dans les songes des vivants. On l'insulta, on la piétina, on la tabassa, on déchira sa tunique et on la laissa repartir nue, un bâton logé dans son triangle intime. Depuis cette épreuve de feu et de haine, la femme qui n'avait que son courage comme parapluie a perdu toute sa tête. Pourtant, tous les jours, à 8 heures pétantes, heure du souvenir, elle s'enduit le corps de cendre et s'achemine toute nue à la gendarmerie. Donc voilà l'univers, donc une parcelle de l'univers, de ton univers, Timba Bema. Est-ce que tu peux nous commenter ce poème, nous dire ce qui a nourri l'écriture de ce poème? Ouais, c'est ce que je trouve très touchant, mais c'est peut-être aussi ça le poète. Hein. Mhm. Ce que je trouve très touchant, c'est ce que cette mère-là a fait. Et par exemple, on a observé il y a quelques semaines, quelques mois, plusieurs femmes se mettent aussi à réclamer, hein, se mettre à réclamer, à manifester justement que la guerre s'arrête. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant que, voilà, il y a quelques années déjà, j'avais envisagé cela. Bon, à savoir aussi que euh, ce poème, bon, c'est-à-dire que dans ce contexte-là de guerre, on parle abondamment de cela, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a énormément on parle abondamment, il y a beaucoup de choses, on va dire, il y a beaucoup d'écrits. C'est-à-dire que pour celui qui cherche, il y a beaucoup de textes, de petites histoires qui circulent. Donc, et je suis en fait tombé simplement sur une histoire d'une mère, pareil, donc, qui a perdu son fils et puis qui allait le chercher à la gendarmerie et puis ben, on la repoussait. Et il y a vraiment cette question-là qui est, euh, moi je suis un écrivain. Et comme en fait, je vous disais avant, quand j'écris, je me mets dans la peau d'une personne. Et cette personne-là, que ce soit pour moi ou pour le lecteur, est au centre du monde. C'est-à-dire que pendant un moment, j'arrive à faire un renversement extraordinaire. Parce que cette personne, qui peut-être même, dont on n'aurait peut-être jamais parlé en disant, mais elle c'est qui, elle c'est quoi, soudain,
je peux lui permettre d'être au centre du monde et d'imposer le silence à tout le monde, même aux puissants. C'est-à-dire que si même le commandant qui avait tué son fils prenait le poème et le lisait, le poème lui imposerait le silence et il écouterait à ce moment-là la voix de cette mère. Donc c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas en possibilité de parler, quand quelqu'un n'est pas en possibilité de surmonter son malheur, n'est-ce pas à moi de permettre à ce que ceux qui ferment les yeux, ferment les oreilles devant cela, puissent les ouvrir, puissent les entendre, parce qu'il faut comprendre que l'horreur, le génocide, n'est possible que parce qu'il y a le silence. Le génocide, l'horreur n'est possible que parce qu'il y a l'aveuglement. Le génocide, l'horreur n'est possible que parce qu'on regarde ailleurs, parce qu'on a tellement déshumanisé une personne que même sa douleur la plus profonde, à savoir celle de perdre un enfant de 14 ans, même celle-là, on n'est pas prêt à l'entendre. Et où on dira, oh non, mais c'est un terroriste, oh non, mais c'est ceci, oh non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est à cela que je veux ramener l'être humain. C'est-à-dire de lui dire, en fait, que tu ne peux pas être silencieux, tu ne peux pas être aveugle, tu ne peux pas tourner la tête devant quelqu'un qui est en train d'exposer le malheur que tu lui fais subir, parce que c'est horrible. Donc, c'est vraiment ça, je pense, comme ça que j'ai vu, on va dire, mon rôle. Parce que moi-même, en ayant accès, en lisant ces histoires, j'ai été, voilà, fracassé. J'ai été fracassé. Parce qu'en me disant, mais ok, bon, voilà, on a par exemple parlé de cette mère, peut-être dans une page Facebook ou bien dans une page peut-être d'un journal en ligne, et après, qu'est-ce qui va se passer? Et après, on l'oublie. Non. C'est-à-dire que moi, l'écrivain, je suis là pour hanter les êtres humains. Je suis là pour hanter. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de repos quand l'horreur se produit à votre porte et que vous ne la voyez pas. Vous n'aurez pas de repos parce que ce n'est pas cela que nous sommes venus faire sur Terre. Nous ne sommes pas sur Terre pour tuer les autres. Nous ne sommes pas sur Terre pour gâcher l'existence des autres. Nous ne sommes pas sur Terre pour anéantir les autres. L'histoire qu'on va te dire, la survie, le plus fort doit abattre le plus fort. Non, mais ce n'est pas notre destinée sur Terre. Notre destinée sur Terre n'est pas de faire le mal. Quelle que soit la justification qu'on peut essayer d'apporter, notre destinée sur Terre n'est pas d'être cynique et d'estimer en fait que moi j'ai plus le droit à la vie que l'autre. Moi, j'ai plus le droit au bien que l'autre. Moi, j'ai plus le droit au bonheur que l'autre. Mais non, il n'y a aucune justification là-dedans. Et la violence elle-même ne pourrait pas le justifier. Et c'est cette parole de vérité-là que moi, je ne peux pas taire. Et qui est de dire en fait que vous ne pourrez jamais édifier un pays sur la base de la répétition et de la répétition des génocides. C'est impossible. Depuis 150 ans, l'histoire camerounaise est une succession de génocides et il n'y a pas possibilité de bâtir une civilisation importante quand on ne sait pas mettre la vie au cœur de la société. Merci beaucoup, Timba. Ce que je propose d'ouvrir la conversation à l'ensemble des participants pour un échange plus convivial et interactif. Donc, j'ouvre les micros pour ceux qui souhaitent poser une question. Vous avez également, ou partager une expérience, vous avez également la possibilité d'intervenir par le système de questions-réponses. Donc, je prends la première question qui a été envoyée pour que nous propose Ndao. Alors, bon, la question, je lis. Salut, ma question est un peu hors contexte du sujet de l'entretien. Quelle est la source d'inspiration de Timba Bema? Quels conseils pouvez-vous donner à toute personne qui désire de la poésie, qui je suppose que c'est qui désire écrire de la poésie? Ok. En fait, donc c'est Ndao. Hein? Voilà. Ok, bon, déjà, Ndao, je te remercie. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais merci d'être présent et puis de consacrer cette soirée avec nous pour discuter de Cendre et Mémoire.
Donc, voilà, moi, ce que je peux te dire, en fait, je peux prendre ma propre expérience. Hein, c'est-à-dire que je ne peux que te parler à partir de ce que j'ai vécu. Hein. Et moi, ce que je peux en fait te dire, c'est ceci, c'est que euh, quand tu écris, tu es habité par d'autres écritures. Et ces autres écritures-là, en fait, on va dire, te dominent énormément. C'est-à-dire que ce sont comme des voix, en fait, qui parlent à l'intérieur de toi. Donc, imagine, par exemple, que tu as plusieurs voix qui parlent à l'intérieur de toi. Et là, tu peux maintenant te poser la question, OK, quelle est ma voix parmi toutes ces voix qui parlent à l'intérieur de moi? Et moi, je pense que tu vas commencer véritablement à écrire lorsque tu vas pouvoir entendre ta propre voix et que tu vas pouvoir maintenant laisser ta propre voix s'exprimer. C'est à ce moment-là que tu écris. Donc, pour moi, c'est juste un travail d'attention. Il faut juste être très attentif. C'est-à-dire que quand tu écris, que tu observes ce que tu écris, que tu regardes un peu les sources, les influences de ce que tu écris, et que progressivement, en fait, tu commences à laisser tout ça décanter pour voir, en fait, quelle est ta singularité qui s'exprime dans ce que tu es en train d'écrire. Et pour moi, c'est ça qui est important. De la même manière que, par exemple, un personnage unique est le centre du monde pour l'écrivain, mais de la même manière aussi, toi, ta voix doit être unique. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce que tu dis soit ce que tout le monde dit, parce que finalement, sinon, ça servirait donc à quoi que tu sois écrivain et que tu te mettes devant les gens. Parce qu'il faut comprendre aussi une chose qui est importante, c'est qu'un écrivain, c'est en fait quelqu'un qui dit aux gens, qui finalement, imagine un peu, les gens sont en train de mener leurs différentes activités, par exemple, donc l'autre, il va au marché, il achète ceci, l'autre prend son taxi, l'autre va au travail, ainsi de suite. Et en fait, toi, tu passes et puis tu dis à tous ces gens-là qui mènent leur activité, qui vont leur permettre de vivre, puis tu leur dis, oh, oh arrêtez-vous, écoutez-moi, lisez-moi. Donc, on peut quand même, donc tu peux quand même te poser la question, mais attends, quelle prétention moi je peux avoir de dire aux gens qui sont en train de mener les activités normales de s'arrêter pour me lire moi, pour m'écouter moi. Et c'est justement parce que tu as cette voix singulière-là que seul toi es en mesure de pouvoir tenir. Et dès que tu l'as trouvé, je te promets, tu as le ciel, voilà, le ciel seul sera ta limite. Oui, alors, très intéressant. Là, j'ai proposé un poème sur la défense de la minorité femme, non seulement la minorité anglophone, mais également la minorité femme. Alors, tu portes également la voix d'autres personnes que je me permettrai de lire également. Oui, je pourrais lire tout le poème, ce n'est pas très long. Mais avant ça, je prends d'abord la question de Cheikhna Diop, Oui. avant de partager avec vous le second poème. Alors, la question est: bonsoir Timba. D'abord, félicitations pour ton engagement pour une cause noble. Ma question est relative au choix de la poésie pour exprimer ou dénoncer des pratiques barbares, si l'on sait que cette forme d'écriture est par essence hermétique. Est-ce que pour toucher les fibres sensibles du lecteur ou pour autre raison? Alors plutôt, est-ce pour toucher les fibres sensibles du lecteur ou pour autre raison? Merci. Oui. Bon, on va dire déjà, je ne sais pas si tu es poète, hein, Tchèque, mais déjà, je te dis bonsoir et puis j'espère que tu passes un bon moment avec nous dans ce programme. Non, moi, je ne sais pas vraiment ce que tu appelles hermétisme. Je ne sais pas vraiment ce que tu appelles hermétisme. C'est-à-dire que euh, je peux très bien en fait comprendre que la poésie, par exemple, mais bon, ça peut même aussi se dérouler au niveau du roman. Hein. Par exemple, je pense il y a des gens, par exemple, qui vont te dire, je n'arrive pas, par exemple, à lire Proust, par exemple, c'est-à-dire que je lis 10 pages et puis j'arrête parce que franchement, voilà, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Il y a des gens qui vont, par exemple, te dire, je n'arrive pas à lire Julien Crac. Il y a des gens qui vont te dire, voilà. Donc, on retrouve ça. Donc, ça peut se retrouver partout. Hein. Moi, ce que je vais juste dire, en fait, c'est ceci. C'est que, par exemple, en tant que lecteur, on est confronté à plusieurs injonctions. Et là encore maintenant, on est donc dans une industrie, par exemple, du livre, on va dire, donc qui a, par exemple, son calendrier. Dans le calendrier des sorties, on va vous dire, ben, cette année, vous devez lire ceci, vous devez lire ceci, vous devez lire cela. Bon, c'est pas mal, hein? Mais moi, ce que je peux conseiller, c'est euh, de lire des choses qui nous permettent d'avancer à un moment précis. C'est-à-dire qu'il faut lire en fait des choses qui permettent de faire un pas, c'est-à-dire que qui vont ouvrir ton monde et qui vont te permettre de passer d'une étape à une autre. C'est très important.
Ça veut en fait dire qu'il faut être à l'écoute des questionnements, par exemple, que tu peux avoir à un moment particulier. Parce que nous sommes toujours en fait en train d'avoir des questionnements. Tu peux avoir une limite, par exemple, maintenant. Prenons un cas simple, par exemple, tu dis, bon, j'aimerais avoir plus de muscles. Mais voilà, donc si tu veux avoir plus de muscles, lis à ce moment-là, par exemple, des ouvrages qui vont peut-être te permettre de développer ta masse musculaire. Et à d'autres moments, tu peux peut-être poser la question, ouais, la mort et tout, ainsi de suite. Et à ce moment-là, tu vas prendre des livres qui vont aller dans ce sens. Et je pense que déjà, de pouvoir aborder les choses de cette manière, en fait, ça permet finalement d'avoir les bons livres au bon moment. Parce qu'ils sont en train de répondre à un ensemble de préoccupations que tu as à un moment particulier. Et maintenant, quand on prend dans le cas de la poésie, ben, ça va finalement lever dans cette question d'hermétisme, hein, donc premièrement. Et maintenant, quand on prend aussi le cas de la poésie, on va dire qu'il y a, il faut en fait percevoir, je pense que l'aspect de la beauté qui est mise en jeu au niveau de la poésie, et c'est aussi surtout cette question qui est fondamentale. C'est que justement, comme la poésie en fait est une marge, à l'heure actuelle, dans notre système, on va dire, économique et ainsi de suite autour du livre, comme la poésie est une marge, elle permet justement à ce que certaines paroles puissent s'exprimer. Parce que ce n'est qu'à partir des marges, finalement, qu'on peut le mieux souvent comprendre l'intérieur du système, qu'on peut le mieux, par exemple, comprendre la société et ainsi de suite. Donc, l'idée, finalement, de pouvoir recourir à la poésie est très intéressante dans le sens où elle va en fait permettre parce que quelqu'un qui sait, par exemple, qu'il n'a pas d'impératif de vente, lui, il va aller à fond. Donc, il va vraiment être dans une vérité, dans une intensité, dans une crédibilité qui est beaucoup plus forte peut-être que quelqu'un qui aurait des arguments commerciaux à faire valoir pour la publication d'un livre. Et donc, à partir de là, la parole poétique donc, devient, pour moi, la parole la plus vraie possible. Et aussi, je pense qu'il y a la dimension prophétique. Il y a une dimension prophétique qui est très importante parce que la poésie, en fait, permet, par exemple, de mettre en jeu, on va dire, l'imagination, le rêve, et puis ainsi de suite. Par exemple, comme un peu je disais tout à l'heure, Théa m'a lu un poème où en fait il y a une mère qui perd son enfant et puis qui va marcher nue devant le commissariat. Je l'ai écrit il y a 2 ans, je n'imaginais pas par exemple qu'il y a quelques mois, des femmes camerounaises allaient se mettre à pleurer dans la rue, à se rouler par terre pour demander l'arrêt de la guerre. Donc, ce rôle-là, finalement, de voir en fait les femmes comme étant porteuses finalement du message, on va dire, du message de la victime, et comme les femmes étant la possibilité de transformer un système finalement verrouillé par les hommes, voilà, en poésie, c'est-à-dire que j'arrive à le voir et ça se manifeste à peu près à la suite. Donc, souvent, le recours à la poésie peut vraiment permettre de voir finalement, on va dire, en fait, d'être un peu dans une sorte de perception avant-gardiste de ce qui va arriver. Voilà. Merci Timba, merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, dans mon introduction, je signalais que tu es avant tout un artiste. Je me suis permis néanmoins de lire tes poèmes, mais ce que je me proposais sur une suggestion de Patrice, que tu puisses nous offrir cette chance-là, cette opportunité de pouvoir découvrir ton poème par ta voix. Notamment, je pensais à La disparition ou un autre que tu souhaites partager avec nous. Ok. Bon, comme tu dis la disparition, moi je pensais à... Alors, juste avant de lire le poème, peut-être que je devrais prendre la remarque qui prolonge la réflexion sur l'hermétisme de la poésie. Alors, la remarque est la suivante de Patrice Nganan. Je pense que la poésie et la parole qui part des minorités ne peut pas être hermétique. C'est antithétique parce que la minorité veut se dire sa parole étant fondée dans le besoin de clarté. Donc voilà, je relis. Je pense que la poésie et la parole qui part des minorités ne peut pas être hermétique. C'est antithétique parce que la minorité veut se dire sa parole étant fondée dans le besoin de clarté. Voilà. Oui. Ok. Bon, ben salutations, Patrice. Voilà. Donc, merci de partager avec nous un poème en mettant aussi en œuvre, en branle ton talent d'artiste. Donc, ouais, allez, on va prendre Takemben. Takemben.
Takemben, Takemben, celles qui portent la vie, 9 mois durant dans leur ventre monde, sont aussi celles qui la bannissent lorsque l'indignité devient la règle, lorsque la pluie est indignité, lorsque la moisson est indignité, lorsque l'air est indignité, lorsque tout, oui, tout est indignité. Takemben, Takemben. Le jour s'était levé derrière la montagne assoupie, un œil ouvert, scrutant le cœur des hommes et des femmes aussi. La brume s'était peu à peu retirée sur les premières caresses du soleil diaphane. Les moutons, les coqs, les hirondelles avaient célébré à leur manière le retour de la lumière. Pourtant, oui, pourtant, un cœur battait, deux cœurs battaient, 10 000, 100 000 millions de cœurs battaient au rythme lancinant de l'inquiétude. Takemben, Takemben. Les nuages étaient sujets à interprétation. On lisait l'oracle dans la pierre, le caillou, le signe dans le froissement de l'herbe, dans la trace de pas sur le sentier de terre, dans la cendre qui meurt sous le regard éparpillé d'un enfant. Takemben, Takemben. Puis, à midi, Takemben. À midi, vous êtes sortis dans vos pagnes blancs autour de vos poitrines, vos foulards rouges sur la tête, l'arbre de la paix dans la main droite, celle du cœur, de la générosité. Vous êtes sortis pour chasser l'indignité. Vous êtes sortis dans les champs et dans la clameur pour rappeler à qui sait entendre que la vie ne doit pas être piétinée par la vie. Takemben, Takemben. Il était midi, le monde était autre, le monde était neuf. La promesse avait éclos dans le regard de cet adolescent qui ouvrait la voie, Takemben, Takemben. Il était midi, l'heure véritable où le jour sort de la nuit, et ils étaient là, Takemben. Ils étaient là, Takemben. Ils vous attendaient, les armes au point, Takemben. Merci. Merci beaucoup, Timba. Merci pour ce partage intense et vraiment exceptionnel. Ça change complètement de ce que j'aurais pu faire avec mon talent. Bon, Bon, alors, peut-être Naïm peut plus dire que la poésie est mythique. non, bon, alors, justement, il rebondit sur le sujet, mais il n'est pas évident que le message soit perçu s'il n'est pas facilement compris. Et la jeune génération doit être bien sensibilisée pour prendre la relève ou vous rejoindre dans ton combat. Je me présente, je suis romancier et professeur de lettres au Sénégal. Donc, Cheikna Diop, c'est également un auteur, il a publié L'espoir d'une vie heureuse, comme il le précise, enseignant au moyen secondaire donc, à Dakar. Oui. Écoute, juste, je pense que j'ai cru comprendre en fait ce qui se passe là. Il y a en fait quelqu'un comme Octavio Paz, par exemple, hein, qui disait en fait que, bon, et puis je pense que n'importe quel poète le comprend très vite. C'est-à-dire en fait que la poésie, on ne doit pas la lire, hein, on doit l'écouter. Hein, c'est très important. C'est que la poésie ne doit pas se lire en silence. Et je pense que c'est ça en fait le problème. C'est juste que comme on a perdu cette habitude d'entendre la poésie, c'est-à-dire de laisser finalement les mots nous habiter et de laisser même les émotions, parce qu'au-delà des mots, il y a vraiment l'émotion du mot, c'est-à-dire qu'il y a la sonorité du mot, et la sonorité du mot dans une langue particulière crée une émotion particulière. C'est-à-dire que certains mots vont transformer quand même votre humeur. Et je pense en fait que l'expérience finalement la plus intéressante avec la poésie, c'est de l'écouter. Hein. C'est de laisser finalement les mots, l'émotion que véhiculent les mots nous habiter. Et à partir de là, la question même du sens ne va plus se poser parce qu'il y aura une vérité de l'émotion. Et cette vérité de l'émotion-là, on va dire, rien ne peut la contester. Donc je pense que peut-être à partir de là, ça peut dégoupiller, on va dire, la petite appréhension de Tchèque. Mais je vous remercie beaucoup du commentaire qui est très véridique par ailleurs. Oui, merci beaucoup, Timba. Donc là, on approche peu à peu vers la fin de notre conversation, puisqu'en principe, on consacre 1 heure, 1 heure et demie à l'échange. Si vous avez d'autres observations, d'autres remarques à partager avec nous,
elles sont les bienvenues. Sinon, je me propose. La Tchèque, mais Tchèque, il faut que tu fasses lire ce livre à tes élèves. Fais-le. Non, non, mais c'est important, fais-le. Hein, tu vas peut-être trouver que je suis putsch, mais non, il faut. C'est très important. Hein, il faut faire lire ça. C'est-à-dire que nous avons souvent, parce que c'est un vrai problème hein, qu'on a aussi, et je pense que c'est quand même important de le mentionner. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont au programme, par exemple, et puis bon, ben, je comprends que ça puisse être douloureux pour des parents déjà ayant acheté un livre ou même peut-être même ayant fait des photocopies, ainsi de suite, de pouvoir acheter un autre livre. Mais pour Tchèque, je pense qu'en tant qu'enseignant, il peut quand même parler de ça avec ses élèves. Je pense que c'est important hein, que les élèves aussi n'aient pas simplement hein, des livres qui ont été écrits dans les années 70, parce que vous savez, souvent les livres au programme, ils restent très très longtemps, mais qu'ils puissent aussi avoir accès, on va dire, aux voies actuelles, aux voies nouvelles. Parce que ne me dites quand même pas que si, par exemple, ici en Europe, il y a des enseignants qui ont pris ce livre et puis qui l'ont enseigné à leurs enfants, par exemple, qu'il y a même des gens qui m'ont invité pour organiser des séminaires sur ce livre. Voilà, il est quand même aussi important que les Africains fassent pareil. Donc, moi, je pousse Tekna à vraiment faire quelque chose avec ses élèves sur Cendre et Mémoire, Etches and Numbers. Ok. Est-ce que Timba a un poème dans sa langue maternelle? Question de Patrice. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Plutôt, est-ce que Timba peut partager avec nous un poème dans sa langue? Bon, c'est vrai que je n'ai pas là sous la main quelque chose et tout, mais oui, bon, là encore, vous voyez, c'est encore d'autres, donc justement d'autres étapes. Je pense que vous avez dû un peu remarquer la même chose en musique, par exemple. Hein. C'est-à-dire que vous avez par exemple dû remarquer en musique, en fait, que quand quelqu'un chante dans sa langue, on va dire, maternelle, c'est toujours plus beau que quand il se met à chanter en français. Hein. Au point même où souvent, quand certains se lancent en français, on a juste envie de leur donner une claque et puis dire, mais chante dans ta langue, qu'est-ce que tu vas peut-être ton temps essayer de chanter un truc, voilà. Parce qu'il manque cette émotion-là. Et donc, il y a aussi ça avec la poésie. Et c'est même encore un grand défi, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit de la poésie dans nos langues et puis ben, qui ne circulent pas. Donc, ça, c'est dommage. Mais est-ce que j'ai quelque chose sur ma main? Ah, malheureusement, non, j'ai malheureusement pas. Mais je vais peut-être improviser quelque chose. Je vais peut-être improviser quelque chose. Mais ça sera très, très rapide. Hein. De niponda, niponda. Niponza etimbipo, niponza etimbipo, niponza. We niponza, we niponza, niponza etimbipo, niponza. Bisobese di tabana, de bisobese pe di coca. Leni be majita o tetena din longe, de di timba o dimbea. Bana po inde o langwea wa amuna nyangwa na teme. JSA na mulema muma bolano wa bolape mo muna nyongo. JSA mulema muma bolano wa bolape mo muna nyongo. Dini longe disi wekabe onyola take. Dini longe disi wekabe onyola take. Wende muna loba wepende muna mutopedi. Mutopeda mudi. Dina longo lendena musina. Leye babonge ya na babope. Bonde otete na mdungu. De niponza, niponza. We niponza, niponza, etimbipo, niponza. We niponza, we niponza, niponza, etimbipo, niponza. Merci, merci beaucoup, merci pour ce poème. On sent l'émotion, comme tu disais, même si pour certains d'entre nous, on ne comprend pas la langue, mais l'intonation, la mélodie et puis toutes les émotions qui sont transmises sont ressenties. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. En tout cas, Patrice nous dit merci.
Voilà. Et, alors, on revient légèrement en arrière, puisque Dao est revenu sur la question de l'hermétisme de la poésie. Ça veut dire que c'est une question qui se pose réellement. À mon avis, voilà ce qu'il dit, à mon avis, l'hermétisme de la poésie peut être justifié sous l'angle de la méconnaissance des ressources linguistiques. Oui, il y a aussi, on va dire, il y a aussi cet aspect qui est Mhm, non négligeable. Hein, parce que mhm, euh, quand, par exemple, on va dire, hein, c'est un peu comme un artisan. Hein, s'il y a un artisan, par exemple, a un outil hyper sophistiqué, je veux dire, on ne peut quand même pas l'empêcher d'utiliser l'outil super sophistiqué pour qu'il puisse produire quelque chose. Mais moi, ce à quoi je veux revenir, c'est en fait ceci. Quand, par exemple, vous prenez, je ne sais pas si on peut dire que c'est de la promo, mais disons que quand vous prenez une télé, par exemple, quand vous prenez un ordinateur, vous l'allumez, vous travaillez avec ça. Mais je pense que vous n'avez aucune idée des technologies, du savoir qu'il y a dans cet ordinateur. Vous l'utilisez simplement. Et ça doit normalement être la même chose aussi au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que pour pouvoir éprouver, pour pouvoir vivre intensément, richement un texte, pour que ce texte vous nourrisse, c'est-à-dire que qu'il vous apporte, on va dire, des éléments peut-être au quotidien ou pendant une période de votre vie qui vous permettent d'avancer, de mieux habiter votre existence, mais vous n'avez pas en fait besoin même de connaître les outils que le poète a utilisés derrière. Vous voyez? Donc, moi, je pense en fait qu'il y a aussi peut-être, si même il y a question de maîtrise, il y a surtout maîtrise du poète lui-même. Parce que le poète aussi, on va dire, c'est un artisan des mots. Et donc, normalement, le bon poète, c'est celui en fait qui ne. En fait, que quand on lit, on ne doit pas être en train d'accrocher sur ces mots. C'est-à-dire, il faut qu'on oublie même et qu'on se rende compte que c'est facile, qu'on ait l'impression que c'est facile. C'est ça, avoir réussi, à mon avis, un poème. C'est-à-dire que dès le moment où on bute, pour moi, le poète n'a pas, comme l'artisan, n'a pas vraiment accompli son travail. Parce que quand le regard perçoit, il faut que immédiatement il entre et qu'il ait même le sentiment que lui aussi peut écrire ça. Vous voyez? Et dès que dès que ça arrive, ça veut dire que ben, le poète a bien fait son travail. Donc, c'est-à-dire qu'il s'efface quelque part. Donc, même quand j'ai utilisé, on va dire, par exemple, des figures des plus sophistiquées, le lecteur, en fait, ne doit pas, dans un premier abord, être buté, hein, par ces figures. S'il est buté, ça veut dire que j'ai raté quelque chose. Donc, moi, je dirais que cette question de l'hermétisme, il y a aussi peut-être des mauvais poètes qui vont peut-être, bon, désolé peut-être si le terme est un peu froid comme ça, brutal, mais qui vont peut-être aussi se cacher derrière justement la technique pour essayer de faire passer en force des choses. Hein. Alors que normalement, la technique ne doit jamais être perçue. C'est-à-dire que ce n'est pas un blocage. La technique, c'est pour, par exemple, celui qui analyse. C'est-à-dire que quand quelqu'un, justement, veut analyser maintenant, donc veut comprendre pourquoi est-ce qu'il a ressenti un certain nombre d'émotions, là, à ce moment, il peut s'appesantir sur la technique. C'est un peu comme la musique, par exemple. Vous voyez, quand une musique est bonne, on se dit, ben, moi aussi, je peux la jouer. Hein. Donc, quand elle est bonne, ben, même pas 20 secondes après, on se met déjà à la fredonner. Voilà. Donc, est-ce que quand vous imaginez le temps que ça a pris aux gars d'apprendre à jouer d'un instrument, aux autres d'apprendre à jouer, est-ce que vous imaginez le temps que ça leur a pris de composer cette chanson, de la mettre en exécution, puis ainsi de suite, donc d'arriver à ce stade, il y a énormément de travail. Mais par contre, justement, le travail doit s'effacer derrière la beauté. Et c'est là où vraiment, je pense que les choses sont bien faites. Donc, par exemple, c'est un peu comme moi, je suis un auteur et tout, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, euh, de la même manière que je ne vais pas m'effacer à un moment devant mes personnages, parce que si j'habite trop mes personnages, ben, c'est plus intéressant, parce que même pour moi, il n'y a plus d'intérêt en fait à trop habiter un personnage sur lequel je suis en train de travailler. De la même manière aussi, je dois laisser en fait la beauté arriver. Hein? Je dois la laisser venir, je dois la laisser conquérir. C'est-à-dire que je deviens en fait simplement un messager. Hein? Les choses passent par moi et moi je les transmets. Elles passent par moi et je les transmets. Je sais que je suis en train de mettre quelque chose de moi là-dedans, mais le plus important, c'est cette transmission-là. Hein? C'est cette beauté-là qu'il faut arriver à conserver. Parce que imaginez un peu, hein, c'est comme un architecte, par exemple, qui voit un immeuble et qui doit le reproduire. Il voit dans sa tête quelque chose et il doit reproduire ça. Ouais? Normalement, quand il va reproduire cet immeuble, il faut que quand quelqu'un regarde ça, qu'il ne pense même plus à l'architecture.
Parce que si quelqu'un se met à penser à l'architecture, quand il va voir l'immeuble, ça veut dire que l'architecte a noté quelque chose. Il faut plutôt que quand la personne va voir, il dise waouh, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que. Par exemple, quand vous regardez, je ne sais pas moi, le Burj Al Arab, vous ne pensez pas à l'architecture. C'est d'abord la beauté qui vous intéresse. Et maintenant, après d'avoir ressenti cette beauté, vous commencez à vous intéresser, mais au fait, comment ça tient. Mais si dès le début, quand vous voyez le bâtiment, vous commencez déjà à vous poser la question, mais comment ça tient, c'est que l'architecte a raté quelque chose. Merci, merci beaucoup, Timba. Alors, remarque et question de Patrice. J'aimerais ajouter que l'hermétisme vient du fait que, à un moment, la poésie s'est définie comme poésie publiée. Or, reconnecter avec la parole, le spectacle, par exemple le slam, fait que la poésie redevienne fluide. Le côté spectaculaire de la poésie nous a montré l'autre jour encore lors de l'inauguration de Biden, par une jeune slameuse, hein, Amanda Gorman. Mais Timba, toi, tu fais également ça. Tu peux nous en parler et éventuellement, oui, nous parler de ta poésie, spectacle, la fluidité qui vient du spectacle, du chant donc, et du slam. Oui, c'est véritablement cette idée. C'est un peu ce que j'essaie d'articuler un peu avant avec, par exemple, Octavio Paz, c'est-à-dire c'est vraiment cette idée que la poésie doit être vécue, elle doit être écoutée, elle doit être entendue. Donc moi, je rajoute encore, elle doit être vécue. C'est-à-dire qu'on doit revenir, en fait, par exemple, à euh, le poète, par exemple, Griot. C'est-à-dire que qui parle aux gens, donc les gens écoutent ce qu'il est en train de dire. Il faut qu'on revienne, par exemple, à des figures comme le prophète, le Monganga, comme chez nous, c'est-à-dire que, qui projette les mots dans l'espace et puis les gens accueillent ces mots, vivent avec ces mots et puis réagissent avec ces mots. Donc, on a besoin, en fait, finalement, que les corps euh, euh, reviennent sur scène. Parce qu'en effet, les corps ont été évacués pour en fait garder, je ne sais pas moi quoi, peut-être l'esprit et puis ainsi de suite. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'est perdu et que justement, nous, peut-être Africains, nous avons, je pense, beaucoup plus encore de facilité et puis même encore, on a encore plus de ressources, par exemple, à pouvoir retourner à l'oralité. Donc, juste pour une question simple, on prend par les questions même du prix du livre, par exemple. On est d'accord en fait que, ben voilà, j'ai publié, même si c'est les meilleurs poèmes au monde, mais ils sont publiés, bon voilà, ils seront peut-être même pas accessibles à plusieurs personnes. Alors qu'il me suffit, par exemple, ben, la prochaine fois que je vais à Bali, c'est ce que je vais faire, je vais aller peut-être dans 3-4 bars et je me place là et je commence à lancer. Donc, de donner aussi, comme certains font du théâtre comme cela, de donner en fait à entendre les mots, c'est-à-dire avoir une autre expérience de la langue. Par exemple, les prêtres, pour moi, quand un prêtre en fait son homélie, il y a des prêtres qui sont des poètes, mais hors pair. C'est-à-dire que souvent, on ne fait pas attention à leur manière de jouer avec la langue, mais ils sont donc des poètes hors pair. C'est-à-dire qu'ils oublient un peu trop, donc ils mettent un peu entre parenthèses le discours pour vraiment plus s'apesantir. En plus, comme la Bible elle-même, elle a des ressources poétiques intenses, donc ils jouent énormément sur ce type de ressources. Donc, il y a encore des registres de langue comme ça qui existent chez nous encore avant le slam. Et je pense que ce sont des pistes, par exemple, que les poètes camerounais, africains, ainsi de suite, peuvent employer pour pouvoir faire sortir la poésie des livres. Parce que la place de la poésie, en fait, regardez un peu, nous tous, nous nous souvenons d'un poème quand nous étions enfants. C'est souvent des poèmes, mais moi, c'est comme ça que je me suis pas découvert une vocation. C'est quand ma maîtresse m'avait envoyé devant la classe pour dire un poème. Elle était tellement contente qu'elle m'a demandé, mais tu sais aussi chanter? J'ai dit oui, j'ai chanté, et puis ben, j'étais devenu la star la star de la classe. Voilà. Et on se souvient toujours. Donc, les paroles sont toujours restées dans l'esprit. Donc, ces récitations-là, nous, on appelle ça récitation. Donc, ces récitations qu'on faisait, elles sont restées, même encore aujourd'hui. Donc, et c'est comme ça que les mots doivent nous habiter. C'est-à-dire que, comme les chansons, par exemple, perdues dans notre esprit, parce que, bon, ben, on les a entendues puis on les a gardées, je pense que la poésie aussi a besoin de sortir du livre et de nous habiter à travers les voix même des poètes. Et que dans un contexte comme le nôtre, justement africain-camerounais, c'est une manière, je pense, de ramener la parole au centre de la société. Parce que la parole a aussi des vertus. C'est-à-dire que vous voyez, beaucoup de gens parlent. Beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens disent énormément de choses. Et on a besoin, en fait,
de paroles beaucoup plus profondes et qui nous amènent, on va dire, une expérience de la langue beaucoup plus riche que la plupart des choses qu'on entend. Et ça, même dans la rue, ça doit être possible. D'autant plus que, je ne sais pas moi, vous vous baladez quand même dans une rue camerounaise, vous pouvez être frappé par souvent même la beauté. Parmi il y a des gens, ils parlent leur langue et puis vous êtes frappé. Bon, je vais vous donner un exemple. Je m'étais retrouvé au marché de New Bell. Et il y avait une femme Bamoun qui était en train de faire les rastas à une autre femme. Timba, juste pour préciser, hein, pour ceux qui ne sont pas, il y a des personnes qui sont du Burkina Faso, du Sénégal, donc le marché de Nouvelle, c'est un marché à Douala. Donc, Voilà. le marché de Douala. Hein. Donc, c'est vraiment là où, en gros, tu peux trouver presque tout. Et donc, je passais et j'ai entendu ces femmes parler Bamoun. Mais c'était tellement beau, mais tellement beau. Je me suis arrêté à proximité, j'ai commencé à les enregistrer sur mon téléphone. C'était d'une beauté. Et pourtant, je ne comprenais rien du tout. Mais cette manière de rouler, de parler, et ainsi de suite. Vous voyez? Et donc, on a juste en fait besoin de quoi? On a juste en fait besoin finalement que cette beauté-là, en fait, qui comme ça dans le brouhaha du marché des nouvelles disparaît. Et au point même où, par exemple, quelqu'un qui parle Bamoun va peut-être estimer que peut-être sa langue n'est pas plus belle que le français. Mais juste en fait, de le mettre dans l'expérience, on va dire, la plus aboutie que cette langue puisse proposer, et qu'à partir de là, justement, il y ait l'émotion qui naisse, il y ait peut-être une reconnexion avec, on va dire, une part peut-être de lui qu'il n'avait peut-être pas suffisamment perçu. Donc, je pense que c'est nécessaire. Comme la musique le fait, il est aussi important que les mots le fassent. Et puis, il y a des slameurs maintenant. Je pense que vous avez remarqué, il y a beaucoup, de plus en plus, Sénégal, Cameroun, voilà, plein de slameurs. Et c'est magnifique, moi, je trouve. C'est magnifique. Merci beaucoup, Timba. Je te propose, si tu le souhaites, de nous partager encore un autre texte pour... Ok, donc écoute, on va prendre à la frontière. Donc, en fait, là, finalement, à la frontière, c'est toujours dans le recueil Cendres et Mémoire, Ouais. Memories. Et en fait, il y a quelqu'un qui a en fait, ce qu'on appelle des réfugiés, donc quelqu'un qui a fui en fait les conflits et puis qui se retrouve. Parce qu'il y a en fait au Nigeria une zone comme ça près de la frontière où on dit il y a plein d'espions camerounais, plein d'espions nigérians, et puis il y a les réfugiés qui sont là. Et donc, ils essayent de tirer des informations auprès de tout le monde. C'est-à-dire qu'on pense à tout dans cette zone-là, sauf à accueillir les gens. Et donc, ce qui fait qu'il y a même des personnes qui sont hébergées par d'autres familles, simplement. C'est-à-dire que qui sont hébergés chez les citoyens lambda qui ont été touchés par leur trajectoire et puis qui leur offrent le gîte et puis le couvert. Bon, voilà. C'est beaucoup plus, on va dire, c'est 100 000 fois ce que peut faire une ONG, je trouve, d'accueillir quelqu'un en souffrance chez toi-même. À la frontière. Je suis, entre parenthèses, en vie de l'autre côté de la frontière. Frontière droite, frontière gauche, ligne sur une carte que l'on traverse, le corps palpitant de peur. Je suis assise sur la rive du fleuve, brun comme le sable chaud qui réchauffe mes pieds, et je guette le mouvement de l'herbe. Je guette la frondaison des arbres, car, décidément, cette forêt ingurgite et regurgite ce qui nous reste de courage à toute heure du jour. Les piroguiers s'en vont ramasser le sable dans les îles au large. Les contrebandiers démarrent les moteurs de leurs embarcations. Les prostituées, oui, les prostituées exhibent leurs belles fesses rondes dans les premiers murmures du crépuscule. Pourtant, j'attends. Sur le rocher, j'attends. À la frontière, j'attends. Entre les deux mondes, j'attends dans le vent du soir. Ô promis de mes rêves, je t'attends dans le silence froid qui brûle patiemment mes lèvres à force de ne pas pouvoir dire, ne pas pouvoir dire, pas pouvoir dire, pouvoir dire,
pas dire, pas pouvoir, la catastrophe, la grande catastrophe des cœurs décimés, abandonnés à la broussaille, la catastrophe des rêves piétinés et déchiquetés à la machette sonore de la honte. Pourtant, je t'attends. Sur le rocher, je t'attends. Les pieds dans le sable, je t'attends. À la frontière, je t'attends. Ô toi que mon cœur a choisi, je t'attends comme la terre aride espère, espère la salive noire du marcheur ambulant, qui a dit que la route n'a pas été créée par le marcheur. Merci. Merci beaucoup, Timba, cette mélodie qui nous emporte et qui nous fait oublier que on est en train de parler des choses qui sont vraiment dramatiques, qui sont douloureuses et qui a causé le déplacement des milliers de personnes, causé la mort des milliers de personnes également, la disparition des centaines de concessions et puis de villages également. Donc, juste pour rappeler que ce soir, nous parlons de Cendres et Mémoire, un recueil sur la guerre qui a lieu actuellement dans les régions anglophones du Cameroun. Donc, c'est l'objet de notre conversation. Merci beaucoup, Timba. Je pense cette fois... Alors, juste, il y a également une observation d'Ao, une fois de plus, sur l'inspiration. Timba, est-ce possible de contenir son inspiration, c'est-à-dire réserver ce qui vient à l'esprit pour accoucher sur un support après? Bon, je pense que c'est une question d'entraînement. Il faut savoir s'entraîner, mais je pense que la chose la plus importante aussi, c'est de se connaître soi-même. Je pense même qu'avant d'écrire, en fait, il faut savoir comment fonctionne son esprit. Hein? Par exemple, il y a des gens qui sont peut-être plus disposés à écrire le matin que le soir, et puis ainsi de suite. Comme il y a des gens, peut-être, donc quelqu'un va te dire, ben, je suis du matin, l'autre va te dire, je suis du soir, donc il écrit le soir, l'autre écrit le matin. Quelqu'un va te dire, ben, moi je peux écrire à tout moment. Certains vont te dire, ben, je ne peux qu'écrire si je suis en vacances, je ne peux qu'écrire si je suis peut-être dans tel lieu, si je suis peut-être isolé, et puis ainsi de suite. Donc la chose, je pense, la plus importante d'abord, c'est de comprendre comment fonctionne son esprit. Par exemple, il y a des gens qui sont traversés par des idées fulgurantes, par exemple, mais qui ne savent pas, mais qui n'ont pas une mémoire, par exemple, prodigieuse au point de retenir tout cela. Et donc, à partir de là, ben, quand par exemple, on sait qu'on fonctionne comme ça, ben, par exemple, moi, c'est un peu mon cas, c'est-à-dire que je note énormément. C'est-à-dire que j'ai toujours, en fait, à côté de moi quelque chose pour noter. Donc, quand on connaît bien comment son esprit fonctionne, je pense qu'à partir de là, maintenant, on peut se mettre à le pousser. Hein. C'est un peu comme une machine et puis ainsi de suite. Donc, on sait bien comment ça fonctionne. On peut maintenant se mettre à le pousser, à l'utiliser de la meilleure façon possible. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment essayer de trouver son propre accord, sa propre voix. C'est-à-dire que peut-être d'écouter peut-être ce que les autres disent, mais plus dans le sens de je l'écoute parce que ça va me permettre à moi-même de trouver l'accord parfait avec qui je suis. Ce n'est que la meilleure connaissance de moi qui va me permettre d'utiliser, donc par exemple, de récolter le plus possible les inspirations que j'ai. Parce qu'en fait, nous sommes en permanence traversés par des choses. En permanence, en permanence. Je vous parle, mais j'ai des images qui circulent, j'ai des choses qui me viennent, et puis ainsi de suite. Donc, et comme on est traversé par tout cela en permanence, il faut maintenant savoir exactement comment on fonctionne pour récolter le meilleur possible de tout ça. Et puis aussi, surtout, pour amener, on va dire, tous ces flux qui nous traversent dans on va dire, dans le meilleur état possible, l'état le plus exploitable possible. Ce que je peux dire, en fait, c'est que, juste quelque chose de simple. Par exemple, vous avez une idée qui vous passe dans l'esprit. Moi, par exemple, je peux la noter pour ne pas l'oublier et m'en souvenir et puis regarder de temps en temps. Puis en fait, laisser cette idée mûrir, germer et ainsi de suite. Et je pense en fait que c'est par ce processus finalement de germination qu'à un moment, l'urgence d'écrire se pose. Et quand l'urgence d'écrire va se poser, vous ne pourrez plus jamais l'oublier. Donc, de pouvoir laisser ce temps germer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas forcément que la première impulsion doit être écrite.
Parce que souvent, ben, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'était juste une sorte d'impulsion, mais sans grande conséquence. C'est-à-dire que ça n'aboutit pas forcément sur un projet. Mais par contre, de laisser cette impulsion en fait mûrir, c'est-à-dire de la conserver d'une certaine manière, en la notant, un peu comme dans mon cas, et maintenant de la laisser mûrir, mûrir et mûrir, revenir finalement dessus. Pour moi, c'est un peu comme si vous avez un objet et puis vous tournez en fait autour de cet objet. Parce qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que vous avez, par exemple, moi, j'ai mes thèmes de prédilection. C'est-à-dire que j'ai des choses qui me préoccupent, c'est-à-dire que qui sont au centre du questionnement que je me pose, en fait, donc que j'ai en tant qu'être humain. Et donc, forcément, quand j'ai un élément qui se rapproche de ces questionnements-là, parce que ben, à un moment, je sais un peu quand même qui je suis et puis je sais ce qui m'intéresse fondamentalement, quand j'ai ces éléments-là, je sais qu'ils sont importants. Donc, à un moment aussi, il faudra arriver à savoir faire ce tri, parce que tout ce qui vous traverse n'est pas forcément important. Donc, il y a des choses qu'il faut savoir évacuer, ainsi de suite. Et donc, quand vous avez trouvé votre voie, vous savez à un moment que ces éléments, par exemple, c'est comme des éléments parasites. C'est-à-dire, j'ai telle idée à tel moment, mais c'est parasite. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment ce sur quoi, en fait donc, ce n'est pas le plus important pour moi. C'est juste parasite. Mais par contre, d'autres éléments, quand vous savez ce qui est pertinent pour vous, à ce moment-là, dès qu'ils surviennent, vous savez les récolter, travailler dessus parce qu'ils vont à un moment vous permettre d'arriver à ce stade où, quand vous allez vous asseoir pour écrire, c'est des pages qui vont couler. Merci beaucoup, Timba, pour cet éclairage. Alors, je rappelle que tu es auteur de Les bateaux sombres en silence, Les saints de l'amant, un long poème contre la violence faite sur le corps, contre les violences faites sur le corps de la femme. On peut dire ça comme ça? Beaucoup plus et un peu plus. Bon, disons, l'idée en fait derrière les saints de l'amant, c'est de raconter en fait comment est-ce que nous, moi, Africains, ayant été quelque part dévié de ma trajectoire historique et donc exclu de mon corps par différents processus de violence, comment est-ce que finalement je reprends progressivement conscience de, on va dire, de l'asservissement dans lequel j'ai été, donc dans lequel je suis plongé. C'est-à-dire pour un peu plus simple. Je le souligne tout simplement parce qu'avec cet ouvrage, tu es Grand Prix littéraire d'Afrique noire 2018. Donc, tu as également co-dirigé le recueil dont on vient de parler, Cendres et Mémoire, Ashes and Memories. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Alors, quelle est l'actualité? Je sais que tu prépares un nouvel ouvrage qui sortira très prochainement. De quoi parle-t-il? Oui. Donc, on va dire, ouais, 2021, c'est une année où, bon, voilà, il faut un peu se projeter. Moi, je suis convaincu d'une chose, je suis convaincu que lorsque, on va dire, les êtres humains sont arrivés à un stade où ils ne comprennent plus, ou alors le but de leur existence sont de plus en plus flous, comme un peu la période dans laquelle on vit, c'est-à-dire qu'en en fait, on sort d'une pandémie mondiale et où je pense que les questionnements sont multiples, on s'attache à différents types de théories, un peu voilà, quoi, pour essayer d'expliquer tout ça, ainsi de suite. Donc moi, je pense que nous vivons en fait des périodes de bouleversement, c'est-à-dire qu'il y a une grande aspiration, mais une puissante aspiration, c'est-à-dire c'est un peu comme si c'est un séisme en fait qui partait de la mer, comme ça pour la liberté. Il y a une aspiration profonde, profonde pour la liberté. On la ressent partout, même en Europe, ainsi de suite. Il y a une aspiration profonde pour la liberté. Et donc, dans une période, en fait, donc pareil, où vraiment nous sommes en train, finalement, tous de chercher un peu de sens à nos existences, où nous ne voulons plus forcément limiter, en fait, se limiter à ce qu'on voit là maintenant avec tout ce que nous observons. Je pense que des périodes pareilles sont propices aux poètes. Donc, moi, j'ai tendance à dire que le temps des poètes est revenu, le temps de la parole poétique est revenu, le temps de la parole prophétique est revenu, c'est-à-dire, en fait, que nous avons besoin à l'heure actuelle de personnes qui nous permettent, disons, d'habiter nos existences au nom de la beauté et au nom de la vérité surtout. C'est-à-dire que de pouvoir ancrer nos existences dans quelque chose de plus vrai possible. Donc, un peu de nous alléger de différents mensonges dans lesquels nous nous sommes englués, soit peut-être parce que nous n'avions pas investigué suffisamment les choses, ou alors soit peut-être parce que nous n'avions peut-être pas à un moment précis l'éclairage
qui nous permettait de faire le pas. Donc, il y a un grand corridor comme ça de la liberté qui est ouvert. Et quand le corridor de la liberté est ouvert, les poètes sont comme des éclaireurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes, en fait, qui vont justement rappeler aux personnes, en fait, voilà, donc aux êtres humains, que leur aspiration elle est légitime et que c'est vers cela qu'il faut aller. Et donc d'apporter à travers les mots la beauté, voilà, comme une sorte de carburant hein, pour que ce voyage-là que nous sommes en train d'entamer soit le plus beau possible. Et donc moi, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec ma poésie. Et donc là, moi, ce que j'ai en projet pour 2021, c'est un recueil qui s'appelle Flash. Et donc, en gros, un peu comme je disais tout à l'heure, nous sommes traversés par beaucoup de choses. Donc, en plus, en tant que poète, je suis traversé par énormément d'images, de sons, de chansons, et ce que j'ai en fait observé, finalement, c'est que euh, c'était ça la source du poème. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, c'est-à-dire que le poème apparaît comme un flash. On ne sait pas pourquoi il apparaît comme ça, mais c'est comme un flash. C'est-à-dire, on a un moment, une illumination, hein, un peu comme chez Rimbaud, le fameux poème Illumination. Donc, il y a une illumination comme ça. C'est-à-dire qu'on regarde un arbre et paf, quelque chose se passe. C'est-à-dire qu'on voit en fait quelque chose de plus que l'arbre et qui restitue finalement l'arbre dans notre histoire humaine. C'est-à-dire que ce n'est plus simplement un végétal, mais c'est quelque chose en plus que ce végétal. Hein. Donc, il y a une part comme ça supplémentaire qui se rajoute dans l'arbre à un moment particulier. Et donc, de rechercher finalement ce moment en fait là où la beauté se met à surgir, hein, où le poème prend corps. Hein, c'est ça. La première impulsion du poème arrive. Et de récolter en fait cela progressivement, donc au fil du temps, ça m'a pris 10 ans. Par exemple, donc j'ai commencé le premier il y a 10 ans. Et donc progressivement, je récolte, et puis bon, ben voilà, ça donne 100 aphorèmes, c'est un peu comme ça que je les ai appelés, qui viendront bientôt pour le printemps. Voilà, donc ça sera notre sacre du printemps. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans les conversations d'Iritisen. Ce serait avec réel plaisir si tu nous consacres un moment pour en parler. Alors, les conversations d'Iritisen, c'est organisé par l'association Iritisen avec le soutien de Théa Médition. C'est un moment de partage, d'échange et de convivialité, comme vous avez pu le constater ce soir. Ce soir, nous recevions Timba Bema, qui est avant tout un artiste qui s'exprime avec la poésie, le roman, les nouvelles, autour du recueil Cendres et Mémoire, qu'il a co-dirigé avec Raoul Djimeli et MD Bouto. Tu es également co-auteur de plusieurs recueils collectifs, notamment de nouvelles. Histoire du soldat que tu as dirigé, Filiation dans lequel tu publies la nouvelle La Promise, Tourbillon où on peut lire Idabato, ta nouvelle. Donc, tu es également, je viens de le citer, de les citer, l'auteur de la variation poétique Les bateaux sombrent-ils en silence et du poème Les saints de la mort. Grand prix littéraire d'Afrique noire. Je souligne, ça c'est important aussi, je souligne que tu es l'initiateur de la revue des citoyens des lettres, qui est à l'initiative aussi de l'ouvrage Cendres et Mémoire. Donc c'est la revue qui porte la publication de Cendres et Mémoire, Ashes and Memories. Merci beaucoup, Timba, d'avoir nous avoir accordé ce temps. Merci aux différents participantes et participants. Merci, Christine. Merci, Rose. Merci, Shekna. Merci, Dao. Merci, Patrice. Merci également à tous ceux qui nous suivent en direct sur la page Facebook, puisque la conversation est également sur la page de l'association Iritisen. Et merci vraiment d'avoir été là. Merci beaucoup, Timba. Merci à vous et bonne soirée. Merci.